Minuit approchait à Kingston, sablier renversé, ultimatum brandi, se rétracter, s'excuser, plier, au lieu du recul attendu, une onde de choc a répondu, transformant la mise en scène protocolaire en miroir tendu à un système habitué à l'impunité. Ibrahim Traoré a choisi la transparence au prix du confort, et la Jamaïque, prise à témoin, a vu la vérité fissurer les murs de langage diplomatique. Qu'est-ce que cela change pour nous quand une phrase traverse l'océan et réclame d'être entendue ? Cette fois, la tempête promettait moins le vacarme que la mesure du vrai. Le discours d'Ibrahim Traoré n'a pas seulement défié les codes diplomatiques, il a redéfini le sens du courage politique. Dans une salle pleine d'attentes prudentes, chaque mot prononcé semblait sous-peser le poids du silence mondial. L'enjeu était clair. Entre préserver l'image et préserver la vérité, il fallait choisir. Et ce choix, rarissime, coûtait cher. La promesse implicite, celle qu'il fit sans la formuler, était simple. Un dirigeant peut parler franc sans armes ni menaces. En osant le dire, il a ouvert une brèche dans la façade du protocole. Ce geste a bouleversé non seulement Kingston, mais tout le Sahel, révélant un pont moral entre deux continents. Car la question n'était plus qui a raison, mais qui ose encore dire ce qu'il pense. Dans ce face-à-face tendu, la diplomatie est devenue miroir de conscience. Un seul discours suffisait à transformer l'attente en exigence. Et si la vérité, même inconfortable, devenait enfin une politique publique. Le 12 mars à Kingston, à l'heure zéro de l'ultimatum, l'attendu silence n'a pas régné. Ce fut un grondement, rue en éveil, caméra braquée, conscience ouverte. Le nom d'Ibrahim Traoré n'a pas figé la diplomatie, il l'a retourné comme un gant. En moins de 48 heures, un discours prononcé sans note, ni prompteur, avait déplacé l'axe moral d'un continent vers une île des Caraïbes. Voilà la révélation. La vérité, loin d'isoler, relie. Autour de ce choc, les récits se sont empilés. Chancelleries indignées, citoyens fascinés. À Kingston, les éditorialistes parlaient d'ingérence. Dans les marchés, on répétait les mots du président burkinabé comme des proverbes. Cette juxtaposition a révélé le véritable théâtre. Non pas une querelle d'État, mais une rencontre entre une voix franche et des oreilles lassées de mensonges. Le contexte explique la portée. Le Sahel vit sous la fatigue des injonctions étrangères. La Jamaïque, elle, sous le poids des illusions nationales. Quand ces deux réalités se sont croisées, la tension est devenue révélatrice. Dans un monde où chaque excuse coûte moins qu'un aveu, la phrase « la vérité ne s'excuse pas » a résonné comme un verdict. Les chiffres confirment l'échelle du phénomène. En 3 jours, plus de 20 000 personnes dans les rues, 1,2 million de partages sur les réseaux. Derrière ces nombres se lit un déplacement d'équilibre. Ce n'était plus une crise de protocole, mais une mesure du courage collectif. Avant, la peur, après, la dignité. Le delta se calcule dans les visages. Et c'est là que réside la cause première. La transparence agit comme une onde de vérité, traversant frontières et cultures. Ibrahim Traoré, en refusant l'excuse, a offert un miroir moral où chacun des chancelleries aux rues de Kingston a vu son propre reflet. Dans les heures qui ont suivi le discours, Ibrahim Traoré est devenu bien plus qu'un invité de passage. Un témoin lucide face à un monde figé. Sans texte préparé, il s'est avancé dans la salle comble de Kingston comme on entre dans une vérité qu'on sait dérangeante. Les ministres, d'abord souriants, ont cessé de bouger. Les caméras, elles, ont capté le moment où le protocole s'est fissuré. Ce n'était plus un affront, mais une révélation. À travers ce geste simple, une inversion s'est opérée. Celui qu'on attendait comme perturbateur s'est imposé en messager moral. Les diplomates parlaient de désordre, les citoyens de dignité. Dans les marchés, les radios et les campus, la phrase « la vérité ne s'excuse pas » circulait comme une devise nouvelle. L'effet fut immédiat. La colère s'est changée en lucidité. Ce n'était pas une émeute, mais une prise de conscience. Une jeune étudiante jamaïcaine illustre cette mutation. Après avoir entendu le discours, elle lança un collectif pour débattre des dépenses publiques locales. En 3 jours, des centaines d'inscriptions. Ce frémissement isolé devint symbole. La parole pouvait engendrer l'action. Ainsi, avant même que les chancelleries ne répondent, le mouvement avait commencé. Le choc diplomatique s'était transformé en expérience civique. Et la question planait.
Combien de temps avant que le pouvoir entende le bruit du sol? Dans cette attente, une certitude naissait. Dire vrai, parfois, c'est déjà agir. Tout a réellement commencé avec un murmure. Après la phrase d'Ibrahim Traoré, un silence pesant avait envahi la salle de conférence de Kingston. Puis les murmures se sont transformés en échos. Les caméras encore chaudes captaient les regards confus. Dehors, les radios diffusaient déjà des extraits. À midi, les marchés bourdonnaient. Avant la fin du jour, le Premier ministre Andrew Holness annonçait une conférence de presse. 48 heures pour que le président burkinabé retire ses mots. Ce fut la première étincelle. Le lendemain, la ville vibrait. Les éditoriaux s'affrontaient. Humiliation nationale, diront certains. Vérité étrangère, répliquèrent d'autres. Sur les murs, de jeunes mains peignaient « Truth needs no apology ». Ce slogan devint un tambour de résistance. Les rassemblements restaient pacifiques, mais la tension montait. Chaque heure voyait naître un nouveau cercle de discussion, une nouvelle affiche, un nouveau chant. En 3 jours, les chiffres parlaient d'eux-mêmes. Plus de 20 000 manifestants à travers l'île, 62% de soutien populaire selon les enquêtes indépendantes. Ce n'était plus une simple controverse diplomatique, c'était un mouvement civique. Des ONG jusqu'alors ignorées voyaient leurs rapports sur la corruption circuler à nouveau. Les mots de Traoré s'étaient mués en outils de réforme. À Montego Bay, des étudiants fermaient leur cours pour marcher vers la mairie. À Port-Mort, des retraités lisaient à voix haute des extraits du discours. Une onde sociale se propageait, d'abord morale, puis politique. Les conseillers de Holness parlaient encore d'affront international, mais la rue répondait par un chœur de vérité. Le 5e jour, le pouvoir tenta d'éteindre le feu. Contrôle renforcé, chaîne publique saturée de messages patriotiques. Effet inverse. La censure, une fois de plus, amplifia le message. Sur les réseaux, les rediffusions explosèrent. Dans les cafés, on débattait jusqu'à l'aube. Le pouvoir parlait d'ordre, le peuple de cohérence. Alors que l'ultimatum expirait, 2 écrans se partageaient le monde. À Kingston, Holness, grave, invoquant la dignité nationale. À Ouagadougou, Ibrahim Traoré, calme, affirmant « La vérité ne se plie pas au délai ». Cette phrase traversa les océans comme un éclair. Dans les minutes suivantes, la Jamaïque entière semblait s'arrêter, puis se lever. Les bus s'immobilisèrent, les vitrines se couvrirent d'inscriptions. Une nation entière redécouvrait le pouvoir du mot juste. Ce n'était pas un conflit, c'était une respiration collective. Dans le tumulte, une évidence se dessinait. L'affrontement ne se jouait plus entre 2 hommes, mais entre 2 définitions de la dignité. Kingston avant, crispée, silencieuse, Kingston après, debout, lucide. En moins d'1 semaine, la vérité avait retrouvé sa voix. Dans ce moment précis, les données vinrent confirmer ce que les rues avaient déjà proclamé. 3 jours après le discours d'Ibrahim Traoré, la Jamaïque avait basculé dans un état d'éveil inédit. Le taux de participation citoyenne au rassemblement pacifique atteignait 20 000 personnes selon les observateurs indépendants, un record depuis 20 ans. Ce n'était plus un épisode d'actualité, mais un indicateur social. Un pays fatigué, désabusé, s'était transformé. Une population debout, reliée par un mot, dignité. Voilà ce qui émergeait de ce bouleversement. La seconde réalité se lisait sur les réseaux. 1,2 million de partages liés au mot-clé Traoré, vérité, Jamaïque en 10 jours. Ce pic organique, inédit pour un événement étranger, traduisait la mutation de l'opinion. Les graphiques montraient une courbe ascendante, presque vivante. Plus le gouvernement se raidissait dans son langage officiel, plus la population se rassemblait autour du message initial. La censure, ici, amplifiait l'écho qu'elle voulait éteindre. Une autre donnée frappante apparaissait. Les enquêtes réalisées par 2 instituts locaux faisaient état d'un changement de perception politique de 38%. Ceux qui, avant le discours, jugeaient la scène internationale lointaine et inutile, la considéraient désormais comme outil de vérité. Ce déplacement statistique, minime en apparence, témoignait d'un basculement moral. La transparence devenait une valeur populaire. Chaque chiffre cachait une histoire. Derrière le taux, il y avait des visages. Dans un quartier de Kingston, une institutrice expliquait « Je n'avais jamais parlé de corruption à mes élèves. Maintenant, c'est eux qui m'en parlent. » Dans une paroisse voisine, des commerçants organisaient un forum sur la responsabilité publique. Le nombre n'était plus abstrait.
il respirait. La presse, d'abord sceptique, finit par mesurer l'ampleur du phénomène. Les chaînes locales enregistrèrent une hausse de 47% d'audience lors des débats consacrés au discours. Les journalistes parlaient d'un retour du civisme. Les professeurs citaient Ibrahim Traoré dans leurs cours, les prêtres dans leurs homélies. Même la diaspora jamaïcaine, à Londres et à Toronto, s'empara du sujet. En moins de 2 semaines, plus de 100 000 $ furent collectés pour soutenir des associations locales promouvant la transparence. Ces données, mises bout à bout, racontent une trajectoire, d'une étincelle oratoire à une onde sociale mesurable. Là où l'État voulait éteindre un feu, il a ravivé une conscience. Et dans cette inversion, la science des chiffres rejoint la morale des peuples. La vérité, quand elle se mesure, devient irrésistible. Les défenseurs du Premier ministre jamaïcain avançaient une logique claire: protéger l'honneur national face à une parole étrangère perçue comme intrusive. Ce n'est pas le fond du message, c'est la manière, disait-il. Pour eux, se taire aurait signifié l'humiliation, créer un précédent dangereux dans les relations internationales. La souveraineté, disait-il, ne se négocie pas, même devant la vérité. Face à cet argument, les partisans d'Ibrahim Traoré formulaient un contrepoint limpide. La souveraineté n'est pas un bouclier contre la lucidité. Le président burkinabé n'avait pas insulté la Jamaïque, il l'avait réveillée. En nommant le mal, il révélait la blessure cachée. Là où le protocole voyait d'offense, la rue percevait un miroir. Les chiffres confirmaient cette fracture symbolique. 62% des Jamaïcains estimaient que le discours avait eu un effet bénéfique sur le débat public, tandis que 24% le jugeaient déplacé. Entre ces deux pôles s'étendait une zone grise, celle des consciences partagées. C'est dans cet espace qu'opérait le phénomène Traoré. Il rendait visible ce que chacun ressentait sans oser le dire. L'argument du gouvernement tenait à la forme, celui du peuple à la substance. Les chancelleries pèsent chaque mot. La rue compte chaque injustice. Les professeurs parlent de diplomatie. Les chauffeurs de taxi parlent de cohérence. Et dans cette tension, la vérité devient champ d'épreuve. Ainsi, le débat ne portait plus sur le ton d'un discours, mais sur la définition même du courage politique. Dire la vérité à voix haute, même à l'étranger, c'est déjà exercer un acte de souveraineté morale. Dans les temps modernes, la frontière entre offense et éveil se brouille. Ibrahim Traoré, sans le vouloir, avait prouvé qu'une phrase juste pouvait déplacer le centre de gravité du monde. La vérité ne s'excuse pas. 8 mots, rien de plus. Pourtant, cette ligne a tout renversé. Elle a traversé les océans comme une onde pure, balayant les discours convenus. À cet instant précis, le récit diplomatique s'est mué en expérience existentielle. Les studios de télévision ont cessé de commenter, ils ont commencé à interroger. Dans les universités, des professeurs citaient Ibrahim Traoré comme un cas d'étude du courage civique. Dans les églises, les prêtres transformèrent la phrase en prière. Même les diplomates, d'ordinaire prudents, admettaient que le ton du monde venait de changer. Ce n'était plus un incident entre États, mais un miroir tendu aux sociétés. Ce moment marque un basculement. L'histoire ne parle plus de l'homme qui l'a dite, mais de ceux qu'elle a touchés. La Jamaïque, sans le savoir, entrait dans une ère nouvelle, celle où un mot étranger devenait conscience nationale. Et dans ce silence revenu, une évidence flottait. Quand la vérité franchit les frontières, elle abolit les distances. Les effets du discours d'Ibrahim Traoré se sont matérialisés bien au-delà des mots. D'abord les citoyens. Dans les rues de Kingston, la peur s'est muée en calme détermination. Les marchés sont devenus des forums, les radios des arènes de débat. Des collectes spontanées ont financé des hôpitaux abandonnés, comme pour prouver que la solidarité pouvait pallier les carences du pouvoir. Pour beaucoup, cette renaissance civique fut la plus inattendue des conséquences. Ensuite, la diaspora. À Londres, Toronto, Paris, les Jamaïcains brandissaient des pancartes. Truth has no deadline. En 10 jours, plus de 1,2 million de partages avaient relié la diaspora à la patrie. Les transferts de fonds augmentèrent de 12%, témoignant d'un soutien concret. Ces communautés, longtemps confinées à la nostalgie culturelle, devenaient des acteurs politiques à part entière. Puis, les institutions. Au Parlement, des voix nouvelles se levèrent. Certains députés, jusque-là silencieux, demandaient des audits budgétaires, des comptes publics accessibles, une presse protégée. Sous la pression, 3 ministres démissionnèrent.
En moins d'une semaine, la Jamaïque avait changé de climat moral. La peur avait reculé, la transparence progressait. Enfin, les observateurs extérieurs. Dans les chancelleries africaines et caribéennes, on parlait désormais de diplomatie insoumise. Les analystes notaient un précédent. Jamais un dirigeant du Sahel n'avait suscité une telle introspection dans une autre région. Les courbes de confiance populaire, mesurées par 2 instituts indépendants, affichaient une hausse de 22% en faveur des institutions publiques. La vérité, paradoxalement, avait redonné de la légitimité à l'État. À travers ces 4 prismes, le fil conducteur restait le même. La parole juste agit comme catalyseur. Avant, un pays crispé sur son image. Après, un peuple accroché à sa dignité. Ce delta moral, plus que toute statistique, définissait l'onde de choc. Les mots de Traoré avaient inversé le rapport entre gouverner et gouvernant. Là où le pouvoir cherchait à corriger une offense, il avait validé un diagnostic. Dans les rues, on répétait « il a dit ce que nous ne pouvions plus dire ». La vérité était redevenue un bien public. L'écho de Kingston n'a pas disparu. Il s'est métamorphosé en 3 chemins possibles pour la Jamaïque. D'abord le scénario de base. Le gouvernement amortit le choc sans transformation profonde. Quelques commissions, des rapports, des promesses. Les tensions sociales s'apaisent, mais la méfiance demeure. La population reprend son souffle, sans illusion. La vérité de Traoré flotte encore dans l'air, mais sans ancrage institutionnel. Si rien ne change, la transparence deviendra un souvenir plutôt qu'une méthode. Ensuite, le scénario optimiste, la crise se convertit en fondation. Sous la pression des citoyens, le Parlement adopte des lois sur la responsabilité publique. Budget ouvert, dépenses traçables, médias protégés. Les jeunes siègent dans les conseils municipaux, les ONG participent aux décisions. En 12 mois, la Jamaïque pourrait devenir un modèle de réforme pacifique dans les Caraïbes. Ce scénario suppose un dialogue lucide, non pas contre l'État, mais avec lui. Enfin, le scénario pessimiste. Le pouvoir, blessé, se crispe. La défiance grandit. Les rassemblements sont encadrés. La presse réduite au silence. L'économie ralentit. Les investisseurs se retirent. L'île s'isole, croyant se protéger. Mais la vérité qu'on tente d'enterrer revient toujours plus forte, plus froide. Dans ce cas, l'espoir se déplace vers la société civile, seule garante d'un fil de lumière. Si l'on devait donner une leçon à ces 3 trajectoires, elle tiendrait dans une phrase. Un pays ne se détruit pas quand il se regarde en face, il renaît. L'héritage d'Ibrahim Traoré ne réside pas dans la controverse, mais dans la possibilité d'un langage nouveau entre peuples et dirigeants. La vérité, lorsqu'elle se transforme en méthode de gouvernement, devient le seul vaccin durable contre la peur. Les répercussions du discours d'Ibrahim Traoré ont fini par dépasser le cadre politique pour atteindre la sphère intime. Dans les écoles, les enseignants racontent que les élèves posent désormais des questions qu'ils n'auraient jamais osé formuler auparavant. Dans les églises, la vérité est devenue thème de prière. Dans les familles, on parle moins de peur, davantage de responsabilité. Cette contagion morale, lente mais profonde, marque le véritable tournant de l'histoire. Les jeunes générations y ont trouvé un repère, celui d'une parole qui ne tremble pas. Pour eux, Traoré incarne la possibilité de dire non sans violence. Sur les campus, des débats publics réunissent étudiants et professeurs pour redéfinir la notion de justice. La vérité n'est pas une arme, c'est une boussole, a déclaré une étudiante de Kingston. Cette phrase, répétée dans les journaux, est devenue emblème d'une révolution silencieuse. Les professionnels, eux aussi, se réapproprient l'appelant à la cohérence. Des journalistes jurent de ne plus taire les chiffres, des fonctionnaires publient leurs rapports en ligne, des artistes peignent la dignité retrouvée. La société tout entière s'exerce à parler clair, comme si la transparence avait enfin trouvé son langage. Dans ce nouveau climat, chacun mesure que la vérité n'appartient pas à un homme, mais à ceux qu'elle touche. Ibrahim Traoré, sans le vouloir, a rallumé un sentiment rare. La confiance dans la parole juste. Pour transformer l'émotion en méthode, il fallait un plan. Les observateurs indépendants l'ont esquissé en s'appuyant sur les valeurs exprimées par Ibrahim Traoré, dire, vérifier, persévérer. D'abord, instaurer un registre public des dépenses gouvernementales mis à jour chaque mois et accessible à tous. La transparence ne coûte rien, l'opacité ruine la confiance. Ensuite, créer des forums citoyens mixtes dans chaque paroisse, élus,
étudiants, ONG, commerçants, afin de confronter promesses et bilans. 4 rencontres par an suffiraient à réapprendre à dialoguer sans peur. Puis, protéger les médias indépendants. Une loi inspirée des modèles africains récents garantirait leur financement sans tutelle politique. Car sans presse libre, toute réforme devient slogan. En outre, intégrer la jeunesse aux décisions publiques. Un siège consultatif pour les étudiants dans chaque conseil municipal ancrerait la responsabilité dans le quotidien. Enfin, instaurer un indice national d'intégrité publique, publié chaque année, non pour punir, mais pour suivre le progrès collectif. Dans chacune de ces mesures, l'esprit du discours de Kingston demeure. La vérité n'est pas un luxe, c'est une habitude à bâtir. La Jamaïque dispose d'une fenêtre étroite mais réelle pour agir avant que le silence ne revienne. Cette feuille de route n'est pas celle d'un gouvernement, mais celle d'une société qui veut se mesurer à elle-même. Quand un peuple apprend à se regarder sans crainte, il ne dépend plus d'aucun ultimatum. C'est là peut-être la plus grande victoire d'Ibrahim Traoré. Avoir montré qu'un mot juste peut fonder une méthode durable. Le rideau s'était refermé depuis longtemps sur la salle de Kingston. Les micros éteints, les caméras rangées, la poussière retombée. Pourtant, quelque chose de ce jour-là continuait de vibrer, discret mais persistant. Un témoin raconta qu'au fond de la salle, un vieil homme s'était levé. Il n'avait pas applaudi. Il avait simplement murmuré « Ce n'est pas une insulte, c'est un miroir ». Cette phrase, personne ne l'a reprise, mais tout le monde l'a comprise. Des mois plus tard, le nom d'Ibrahim Traoré ne résonnait plus comme celui d'un dirigeant, mais d'une voix. Une voix qui, venue du Sahel, avait rappelé que la dignité ne s'exporte pas, elle se réveille. Dans le silence retrouvé de la Jamaïque, cette vérité simple restait suspendue, non pas un slogan, mais une respiration. Et peut-être est-ce que cela, le triomphe le plus pur, qu'un peuple entende au-delà du tumulte, l'écho de sa propre conscience. Ibrahim Traoré n'a pas donné de leçon, il a rendu le miroir aux autres. Aujourd'hui, la Jamaïque avance avec un poids nouveau, celui de savoir qu'elle peut dire non sans haine et regarder la vérité sans détourner le regard. Ce jour-là à Kingston, Ibrahim Traoré n'a pas simplement parlé d'un pays à un autre, il a rappelé à chacun que la dignité est une responsabilité partagée. Le monde, de plus en plus divisé entre mensonges confortables et courage fragile, a besoin de ces voix calmes qui osent encore prononcer le vrai. Si chaque peuple écoutait ce reflet en lui, combien d'ultimatums deviendraient des dialogues ? La vérité ne s'impose pas, elle s'invite. Elle n'écrase pas, elle éclaire. Et lorsqu'elle circule d'un océan à l'autre, elle construit des ponts invisibles entre ceux qui refusent la résignation. Alors peut-être que la question n'est plus « qui a raison ?», mais qui écoute encore ? C'est dans ce silence-là que commence la prochaine conversation.